que si on s'engage dans ce métier-là, dans un cadre qui est nettement plus fatigant, même si c'est beaucoup plus riche que les écoles classiques, ça mérite de la confiance et c'est un pari. Je veux dire que si des profs de langue, par exemple, font des cours à 9 h du matin, c'est que ça a du sens. Ça a certainement plus de sens que de se dire fin de l'année, j'ai produit aucun effort, aucun résultat, aucun progrès, mais je mérite d'aller ou je souhaite aller dans l'année supérieure. Et je pense que ça se résume vraiment à une question de confiance. On fait semblant sans la confiance. Et alors je comprends, dommage qu'il n'est pas là, je comprends l'inquiétude de Cosmos. Parce que c'est un truc extrêmement fragile. Et toujours à remettre en mouvement, toujours à relancer. Puis parfois déçu. Mais sans ça, c'est notre principale arme. La plus fragile des armes, mais c'est la principale. La seule, je crois. Regardez, c'est bien du fromage. Oui, comme nous savons. Ça, je vraiment pas. Pour inscrire l'école, on va gagner peut-être 50 € ou 100 euros. Besoin de se faire mener par la main. C'est là, C'est quel genre de Coca-Cola? C'était des pubs pour des films. Alors Adrien, on t'a aperçu quelques fois dans le film, tu étais parmi les premiers élèves ici à la pédagogie nomade. Tu es sorti maintenant de l'école, Ouais. Ça fait combien de temps? 2 ans. 2 ans, donc tu as terminé ta réto. Ouais, j'ai terminé ma réto ici, ouais. Et qu'est-ce que tu deviens? J'ai essayé 1 an à l'UNIF après, juste après. Mais c'était pas pour moi, enfin je m'en suis assez vite rendu compte. Donc maintenant j'ai trouvé du travail cette année, je travaille au conservatoire de Liège, quoi. Je suis dans le bureau du directeur, puis je fais aussi un peu de régie sur les concerts, un peu d'enregistrement audio, vidéo, enfin un peu polyvalent, quoi. C'est intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer avec le recul, aujourd'hui, de 2 ans, donc, Ouais. ce que cette école a pu t'apporter? Plein de choses, la liste est longue. Comme elle m'a surtout apporté l'envie d'aller chercher les choses et de ne pas qu'elles viennent à moi, quoi. D'aller chercher vraiment les informations là où je veux qu'elles, enfin, là où elles se trouvent et ne pas attendre que... Puis ça m'a donné envie d'apprendre au-delà du temps d'apprentissage qu'on nous donne d'habitude, quoi. Et au-delà des cadres, l'école, l'université, les études, mais justement briser ces schémas-là et apprendre ailleurs, dans des endroits, enfin, dans des lieux et dans des moments où on ne s'attend pas à apprendre, quoi. Est-ce que tu reviens de temps en temps ici? Est-ce que tu as gardé des liens avec l'école? Plus des liens humains que pédagogiques, mais indirectement, ouais, ça joue, quoi. Mais ouais, je reviens comme souvent ici. Pourquoi? La plupart de mes amis se trouvent ici, enfin pas la plupart, mais une bonne partie de mes amis. Puis c'est un lieu où je me sens bien aussi, quoi. Un lieu auquel on a tous participé à son élaboration, donc c'est... Benoît Toussaint, vous êtes un peu une des chevilles ouvrières de cette école, même si on a bien vu dans le film que c'était vraiment à égalité, mais c'est aussi un projet que vous avez voulu, que vous avez porté avec d'autres professeurs, avec les élèves. Alors aujourd'hui, en 2011, 3 ans quasi après, quel regard, quel bilan est-ce que vous tirez sur le projet Pédagogie nomade? Je pense qu'en toute honnêteté, on peut dire qu'on a tenté de faire ce qu'on a annoncé. C'est-à-dire une école qui est à la recherche du sens. On ne fait pas les choses parce qu'on doit les faire, mais on fait les choses parce qu'elles ont du sens et on construit le sens aussi. Plus encore qu'avant, je suis convaincu que le métier d'apprendre, du point de vue de l'élève ou du point de vue du prof, c'est quelque chose de compliqué et c'est pas un problème que ce soit compliqué. On répète souvent ici, à propos de tout et de rien, difficile, donc intéressant. Donc on ne cherche pas la facilité. Voilà, c'est pas un objectif. Aujourd'hui, vous accueillez combien d'étudiants? L'école,
Elle était pensée pour une soixantaine d'élèves, et donc 8 équivalents temps plein professeurs, ce qui était calculé en fonction des capacités des lieux, et puis aussi en fonction de la taille du village, qui compte 350 habitants à peu près. Et ça tombe bien, parce qu'une soixantaine d'élèves, ça correspond aussi à ce qu'on définit comme une taille humaine pour une école. Donc comme dans un village où tout le monde se connaît, dans une école de 60 élèves, tout le monde se connaît. Et cette complicité-là, quand ça se passe bien, elle permet d'aller plus loin dans beaucoup de domaines. Une école pas comme les autres, dans un tout petit village de 350 habitants, c'est pas évident de faire accepter cette différence dans un milieu aussi petit. Les problèmes avec le village, à nouveau, c'est une invention de journalistes. Parce qu'il y a quand même des habitants de Limerlé qui logent des élèves chez eux. Tout le monde est bien conscient que l'ouverture de cette école, elle a entraîné la création d'un certain nombre d'emplois, ce qui est toujours intéressant dans une région rurale. L'école, elle n'est pas démesurée par rapport à la taille du village. Ça fait tourner un peu le commerce local. On a d'excellents rapports avec la commune. Mais pour vendre du papier, c'est peut-être plus efficace de raconter n'importe quoi. Donc, voilà. Et alors, on traîne cette réputation. Mais si vous avez le temps, promenez-vous dans le village cet après-midi, puis interrogez les gens. Ce que je peux dire, c'est qu'on est dans la région de Belgique où l'autostop marche le mieux. Entre Gouvy et Limerlé, il y a presque pas un pont aérien, mais un pont sur roue. Ce sont vos élèves qui font du stop. Et régulièrement, des personnes du village s'arrêtent pour papoter un peu, puisqu'ils sont dans un village, et puis nous disent « Ah, j'ai chargé tel élève qui m'a dit ceci de l'école, c'est intéressant. » Donc, à nos yeux, ça se passe bien. Maintenant, qu'il y ait deux ou trois personnes un peu dérangées par le supplément de vie, d'animation que ça apporte, ça, on peut le comprendre aussi, et on s'efforce de réguler ça au mieux. Mais à la fois, votre seule école, elle est unique. En Belgique, ne peut pas accueillir tous les élèves qui ne sont pas faits ou qui sont un peu dégoûtés de l'école, qui ne veulent pas suivre l'enseignement traditionnel et qui sont en décrochage. Si on parle de chiffres, on voit que l'enseignement en communauté française produit certes des choses intéressantes, remplit sa mission avec une bonne partie des élèves, mais ce sont à peu près 100 000 jeunes chaque année qui sont frappés, on peut dire comme ça, par le redoublement, l'exclusion, des maladies scolaires et nouvelles, des réorientations plus ou moins mal vécues. Donc 100 000, c'est beaucoup. Il n'y a aucun établissement qui pourra accueillir ça, et particulièrement nous, quoi. On est trop petit, on restera petit. Par rapport à l'enseignement traditionnel, justement, est-ce que vous avez un taux de réussite plus important ou un taux d'échec plus important? Comment vous vous situez par rapport à ça? Le décret mission, qui est notre livre de chevet, il dit que la mission de l'école, c'est l'émancipation, donc aider les jeunes à s'émanciper et à devenir des acteurs d'une société démocratique. Alors je pense qu'à ce niveau-là, émancipation et action démocratique, on peut être content de ce qu'on fait. Maintenant, la société vers laquelle on va, est-elle elle-même démocratique? C'est une autre question qu'il faut se poser, et on apprend à se la poser ici aussi. Ouais. Ça, c'est pas facile, comme Benoît disait, c'est des choses pas faciles de ressortir et de voir justement que le monde n'est pas comme... on ne se retrouve pas dans un monde démocratique, et donc ça pose des questions, et ça ouvre sur d'autres problèmes, et ça alimente aussi la réflexion après être sorti de cette école, quoi. On a signé une convention de 4 ans, éventuellement renouvelable, avec le gouvernement de la communauté française. Donc notre boulot maintenant, c'est de vivre ces 4 années-là de façon convaincante, à nos propres yeux et aux yeux des personnes qui ont pour métier de décider. Et ensuite, on verra bien. Et qu'est-ce que vous voudriez, vous voir d'autres écoles de pédagogie nomade ou continuer dans celle-ci? Moi, j'ai passé une partie des dernières années là, à circuler, à bourlinguer dans des écoles réputées différentes, en France d'abord, puis ailleurs en Europe, puis ailleurs dans le monde. Et ce que j'ai apprécié le plus, c'est la diversité dans la diversité. Donc qu'on soit différent de façon différente, je crois que c'est ça la réelle richesse. Et j'ai l'impression que c'est pas une bonne idée de vouloir que toutes les écoles fonctionnent de la même façon partout. Donc le modèle pédagogie nomade, sans doute qu'il est adapté à ce contexte-ci. Et puis que dans un autre contexte, urbain peut-être,
c'est éventuellement possible de s'en inspirer, mais ce serait dommage de le reproduire, de le décalquer. Donc ce serait dommage que toutes les écoles se ressemblent. Donc on est 3 profs, Benoît, moi, Marie et Ziggy, à tourner dans les classes. Ce qui fait que tu n'auras pas tout le temps cours avec le même prof. Toi Jonas, tu sais où t'en es pour le cours de français? Non. Pour te mettre dedans. Globalement, ce qu'on appelle le contrat en français, c'est une série de travaux à rendre. Alors parfois c'est des travaux qu'on fait chez soi ou bien pendant les moments où on travaille seul. Et parfois ça ressemble plus à ce qu'on appelle un examen ou une interro. Parce qu'évidemment on va pas demander à ceux qui viennent d'arriver de refaire tout le boulot qui a été fait depuis le début de l'année, vu que vous avez déjà sans doute appris des choses dans votre ancienne école. Un autre machin qui est important, et ça c'est une pièce indispensable à ton inscription, c'est ta lettre de motivation. Et ça typiquement c'est un travail d'écriture qui demande de la réflexion, du soin. Donc évidemment ça a une place importante. Et ça arrive de temps en temps qu'on revienne dessus. Tiens, est-ce qu'on n'irait pas rechercher la lettre de motivation, qu'on compare ce qu'on avait dit il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 1 an, puis ce qui se passe maintenant. Ça marche bien le stop ici, Louise? Ça dépend, faut voir si des voitures passent, quoi. C'est pas toujours facile, il y a des fois où j'ai de la chance, tu te fais prendre tout de suite et puis des fois tu t'attends 1 heure, quoi. Les gens sont plutôt méfiants, ils osent vous prendre ou ça dépend, première année... la première année, il y a eu des vols aussi. Il y a quelques problèmes, donc il y a beaucoup d'habitants qui étaient un peu réticents. Mais maintenant, je crois que ça va mieux, on se fait quand même prendre en stop. J'ai des potes qui ont été à Gouvy et ça a bien été, quoi. Donc ça dépend un peu, faut avoir de la chance, faut qu'il fasse beau, quoi. Mais sinon, paraît que c'est le principal moyen de transport ici dans la il y a un bus, mais il y en a une toutes les 4 heures, je crois. Enfin, un toutes les 4 heures, mais je sais même pas où il s'arrête, on connaît pas les horaires ni rien. Donc ouais, c'est vraiment le stop ou les navettes, quoi. Il y a une navette le matin et le soir, quoi. Là, une charmante dame qui s'est arrêtée. Vous pouvez descendre de votre voiture. Bonjour. Bonjour, Adjel Habib. Bonjour. Louise, qui est étudiante en pédagogie nomade. Alors, on fait une émission sur cette école un peu différente, pas comme les autres en tout cas. Est-ce que ça vous arrive souvent d'entrer en contact avec les jeunes d'ici? De temps en temps, j'en prends de temps en temps en stop. Quand on habite en milieu rural et qu'on vient à l'école en milieu rural, il n'y a pas beaucoup de moyens de transport et voilà. Je crois qu'inévitablement, il y a la peur de la différence, c'est pas une école comme les autres, on connaissait quand même les bâtiments dans le coin, donc on se dit, mon Dieu, où vont-ils aller faire classe? C'est quand même pas si grand. Ils sont arrivés, il n'y avait pas de toit. Ça ne répondait pas du tout aux clichés qu'on peut se faire d'une école, donc voilà. Alors maintenant, ça fait 3 ans, comment ça se passe avec les jeunes? Est-ce que vous tissez des liens avec les villageois et Oui, d'accord. Pas plus que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai l'opportunité, dans la SBL où je travaille, on a des cotes. Donc, éventuellement, on a des jeunes qui louent un cote chez nous. Donc, ça se fait comme ça. Ou bien, j'étais régulièrement en contact avec des familles qui cherchaient à ce que les jeunes, ici, il n'y a pas d'internat. Donc, il faut louer un gîte, il faut louer un cote. Et donc, je me suis rendu compte quand même que, quand on a des contacts avec les parents qui sont quand même, qui cherchent pour leurs jeunes à trouver quelque chose, il y a quand même toute cette difficulté, tout ce stress, ils vont venir vivre au milieu de nulle part. En plein hiver, c'est quand même pas évident de se taper la route, de venir, il faut le vouloir quand même, de venir de son Ça t'est déjà arrivé de faire de l'autostop et... Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça ne prenait moi, pas j'ai trop. mon habitant qui me conduit régulièrement, mais il y a quelques fois où j'ai dû quand même faire du stop parce qu'il ne pouvait pas me conduire, quoi. C'est plus que c'était la peur de la première année. Et puis ils ont fait leurs preuves, ils se sont remontés les manches, ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire aussi pour leur école et pour apprendre. C'est pas un projet facile, quoi. Ni pour les jeunes, ni pour les profs, ni pour personne. Enfin, pour les gens du village, maintenant c'est passé. Je crois que c'est accepté. Ils font partie du décor.